Bonjour mes chères leaders et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Osez briller avec l'édition spéciale Leaders. Aujourd'hui, nous allons recevoir Safia Gourari, qui est entrepreneuse et hôte du podcast Build Yourself. Elle a formé plus de 2000 entrepreneurs au podcasting et au marketing digital. Je vous laisserai la découvrir dans ce podcast avec ses clés de réussite. Car, vous le savez déjà, j'adore vous inspirer, vous donner des conseils et surtout vous permettre de connecter avec des entrepreneuses à succès qui vous partagent leurs clés de réussite. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia, je suis lifestyle et money coach et j'accompagne les femmes entrepreneuses à obtenir l'argent qu'elles méritent tout en se créant le lifestyle de la rêve, grâce à ma méthode Badass. Je vous laisse tout de suite profiter de ce nouvel épisode de podcast et on se retrouve très rapidement. Je vous embrasse. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast Leaders où j'ai la chance d'accueillir Safia Gourari. Safia, bonjour et merci pour ta présence. Merci à toi pour ton invitation. Je suis très contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots déjà ? Oui, je dirais que je suis formatrice et mentor en marketing digital et en podcasting, si je devais faire ça de manière très succincte. Ok, et si tu devais développer un peu, ce serait quoi ? Je dirais que ma vocation, ma mission, c'est d'aider les femmes à devenir indépendantes financièrement grâce aux différents outils du web. Donc, je leur enseigne comment faire du podcast un support marketing, comment se lancer dans des stratégies d'emailing et surtout comment se réconcilier avec la vente pour que ce soit une partie de plaisir et pas une corvée. Génial, tout un programme. Est-ce que ça a été ton premier métier ? Non, puisque déjà, j'ai travaillé dès que j'ai eu 17 ans. Donc, j'ai commencé assez tôt. J'ai eu des jobs étudiants, j'en ai beaucoup, souvent dans la restauration. Moi, j'ai fait une fac de droit et un MBA aussi en droit des affaires. Donc, j'ai travaillé un peu comme juriste. Ensuite, juriste d'entreprise pendant une courte durée. Mais j'ai très vite découvert le web, toutes les opportunités que ça offre. Et je me suis dit que ce serait dommage de ne pas aller au bout des choses, d'autant que ça me passionnait réellement par rapport à mon métier d'avant. Du coup, est-ce que la transition a été simple pour toi à faire ou pas ? Parce que souvent, on entend l'entourage qui préfère que la personne reste finalement dans son cocon, dans sa zone de confort en disant « t'as un CDI, t'es fonctionnaire, c'est la sécurité ». Comment ça s'est passé pour toi en réalité ? Ça a été très compliqué puisque je me suis lancée, j'ai créé ma micro-entreprise en 2017. Mais avant ça, j'étais déjà un peu à mon compte, sauf que je fonctionnais avec le portage salarial. Et c'est vrai que dans ma famille et mon entourage, c'était inconcevable de laisser tomber un job de juriste pour faire je ne sais quoi sur Internet. Personne ne comprenait ce que c'était. Même moi, je n'étais pas forcément bien en mesure d'expliquer concrètement ce que c'était. Mais disons qu'à part bon, c'était mon petit ami à l'époque, mais qui est mon mari aujourd'hui. Mis à part lui, personne croyait en ce que je faisais. Tout le monde se disait que j'étais devenue un peu folle. Donc au début, ça a été un peu tendu parce que c'était toujours très électrique. À chaque discussion, c'était est-ce que tu vas chercher un vrai travail ? Quand est-ce que tu te remets dans ceci, cela ? Donc il y a eu 1 an et demi, on va dire, où ça a été difficile de gérer à la fois ça et une nouvelle activité finalement. Et puis bizarrement, quand ça fonctionne et que tout marche bien avec ton activité, tout le monde est super fier de toi. Aujourd'hui, tout le monde est fier. On adore ce que tu fais, c'est génial, etc. Mais c'était pas comme ça avant. J'adore. Alors du coup, comment cette transition ? Certes, la personne la plus proche de toi t'encourageait, était présente pour toi. Et en même temps, derrière, du coup, tu avais tout l'entourage auquel tu tenais qui te challengeait. Donc, comment tu es passé à travers ça ? Qu'est-ce qui t'a aidé pendant cette période-là à tenir, à te dire « Ok, bon, juriste, ça ne me plaît plus. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ma voie, je m'éclate dedans, je continue. » Qu'est-ce qui t'a aidé ? Je pense que je sentais qu'il y avait quelque chose à creuser et que j'étais capable. Même si je n'avais pas 100% confiance en moi et que j'avais encore du mal à faire plein de choses, puisqu'à l'époque, quand je me suis lancée, en fait, je suis de nature assez timide et réservée. Quand je dis ça, tout le monde me dit, mais c'est une blague, c'est pas vrai, etc. Parce que tu me vois en live, là, j'échange avec toi, tout va bien. En fait, de base, je suis le genre de personne qui se cache, je ne me fais pas remarquer dans une pièce. Tu vois, je passe littéralement inaperçue et ça m'allait très bien. Donc, quand j'ai commencé avec un blog et un compte Pinterest parce que ce n'est pas des plateformes où j'ai besoin d'être là tout le temps et où j'ai besoin de me montrer, etc. Donc, ça a été un premier pas. Et donc, je sentais, rien qu'avec ces 2 plateformes, que j'étais sur quelque chose de plutôt pas mal. J'obtenais quelques résultats. Je savais que j'étais capable d'en faire un truc. Donc, si tu veux, c'est ce qui m'a aidé à me dire, je continue. Je sais qu'à un moment donné, je ne sais pas quand, ça va payer ce que je suis en train de faire.
mais je sais que ça va payer. Donc, ça n'a pas été facile, on va pas se mentir. Au début, mes revenus étaient très irréguliers. Si j'avais pas eu mon mari à ce moment-là, il y a plein de fois où j'aurais pas pu payer le loyer, etc. Mais en fait, voilà, j'avais cette véritable conviction au fond de moi que c'est le bon chemin, tu vois, et que ce que je suis en train de faire, à un moment donné, bah, ça va porter ses fruits. Ça, c'est génial. Donc, tu as eu suffisamment confiance en toi pour continuer. Ça, c'est top. Et pourquoi le podcast? Parce que du coup, effectivement, aujourd'hui, tu es carrément mentor en podcast. Ton podcast est ultra connu. Donc, qu'est-ce qui t'a amené vers le podcast et qu'est-ce qui t'a donné envie de transmettre tes connaissances aux différentes entrepreneuses qui peuvent te suivre? En fait, donc le blog que j'avais créé en 2016, il générait beaucoup de visites, notamment grâce à Pinterest. C'est-à-dire que chaque mois, j'avais en moyenne 200 000 visites sur le blog, ce qui était énorme. Pour autant, le ratio avec les commentaires et les échanges que j'avais avec les gens, il y avait un déséquilibre qui, pour moi, n'était pas... Ça ne me convenait pas, en fait. Je n'avais pas la sensation d'avoir un lien particulier avec mon audience, même si j'avais déjà une liste d'emails et que j'envoyais déjà des newsletters, etc. J'ai l'impression qu'il y avait un trou, un espèce de grand gap entre mes lecteurs et mes lectrices et moi-même. Et j'avais envie d'un format qui soit un peu plus humain, où j'aurais la possibilité de montrer un peu plus ma personnalité. J'étais prête aussi, si tu veux, à me dévoiler un peu plus et à m'ouvrir. Pour autant, la vidéo, c'était un trop gros step à ce moment-là et je m'en sentais absolument pas capable. Donc, le bon compromis, ça a été de me dire pourquoi pas partir sur un format audio. J'écoutais énormément de podcasts et je me suis dit finalement, on va me découvrir à travers ma voix avant toute chose. Et l'idée, c'était de lancer un podcast. Donc, j'ai lancé en janvier 2019. Même si techniquement l'idée est arrivée dès mi-2018, j'ai pas su aller au-delà de toutes les peurs que je pouvais avoir à ce moment-là. Il m'a fallu 6 mois pour me dire allez, je le fais. Et au final, l'idée, c'était de me lancer pendant un an, de faire à peu près le même contenu qu'il y avait sur le blog, sauf en racontant plus d'histoires et en parlant un peu plus de moi. Et je m'étais dit, au bout d'un an, je vois ce que ça donne. Et puis, si j'aime bien, on continue. Si ça marche, on continue. Puis, si j'aime pas, au moins, j'aurais testé. Pas de regret. Génial. Ça, c'est top. Du coup, quand tu as commencé, c'était quoi ton style de vie en tant qu'entrepreneuse? Pour voir comment finalement tu as évolué aujourd'hui en style de vie. Et ensuite, on va venir à ton organisation. Mais déjà, juste le style de vie d'entrepreneuse, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été en mode go, go, go? Ça a été en mode je ne sais pas où je mets les pieds, concrètement? Alors, ça a été, je ne sais pas où je mets les pieds, mais c'était go, go, go. Parce que j'ai aucun problème à passer à l'action et j'ai aucun problème à travailler. J'adore travailler, en fait. Donc, j'ai du mal à, comment dire, jauger un peu et à me limiter et à me poser un cadre, dans le sens où, au début et pendant les premières années, c'était pas juste pendant 6 mois, etc. Ça a duré jusque fin 2020. Je travaillais énormément et le centre de ma vie, c'était presque mon travail. C'est-à-dire que toutes mes journées étaient vraiment dédiées à ça. Et je travaillais toute la journée. Alors, je ne te garantis pas que j'étais productive du matin au soir. Pour autant, du matin au soir, j'étais derrière l'ordinateur et je faisais plein de trucs, etc. Donc, j'avais un rythme, on va dire, où je n'avais pas forcément de vie sociale, où j'étais très isolée au début parce que je n'avais pas encore de contact, si tu veux, avec les gens, avec d'autres entrepreneurs, etc. Donc, j'étais toute seule face à mon ordi. Et puis, j'habitais dans une ville où, en fait, j'ai rejoint mon mari, donc où je n'avais pas d'amis non plus. Donc, en fait, très vite, je me suis isolée, enfin, je me suis retrouvée isolée. Et la façon pour moi de pallier à tout ça, ça a été de travailler à fond. D'accord. Donc là, ça a été vraiment le démarrage. Et aujourd'hui, est-ce que ton style de vie est le même ou c'est totalement différent, un peu différent, sachant que tu adores travailler. Donc, je suppose que quand tu travailles, tu n'as même pas l'impression de travailler concrètement, parce que c'est souvent ça qui se joue en réalité. Ouais, alors ça dépend ce que je fais, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est différent dans le sens où chaque décision que je prends, elle est prise pour m'aider à vivre ma vie idéale, à savoir avoir le temps pour moi, de profiter de mes proches, d'avoir du temps libre, de me reposer, de faire des activités, etc. Donc, je travaille beaucoup moins j'ai fait la paix avec le fait qu'il y aura toujours des choses à faire, mais que je ne suis pas obligée de les faire dans l'instant. Donc, je travaille moins, mais quand je travaille, je le fais voilà, efficacement. Après, on ne va pas se mentir, full transparence, il y a des fois où je vais travailler beaucoup parce que je prépare des choses, qu'aussi je suis animée par un truc, etc. Donc, je vais avoir des journées et des semaines beaucoup plus intenses, mais ça me va aussi, je ne le fais pas à contre-cœur non plus. Je pense qu'au final, pour moi en tout cas, il n'y a jamais d'équilibre parfait et que c'est souvent, si tu veux, des espèces de vagues et que parfois tu vas reculer un peu, tu vas ralentir parce que tu as besoin de temps pour toi, tu es fatigué, etc. Il y a d'autres fois où tu vas avoir tellement d'énergie, tu vas être dans un feu créatif, où tu vas avoir envie de travailler tout le temps. Et c'est OK, tu vois. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec le fait qu'il y avait ces deux facettes de ma personnalité
et que quand j'étais en train de me reposer dans mon canapé, que je regardais des séries, j'étais aussi productive d'une certaine manière puisque c'est du self-care, tu vois. Merci beaucoup de le dire, de le verbaliser comme ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écouteront et qui n'ont pas forcément conscience de ça et qui n'accueillent pas encore cette partie-là d'elles-mêmes, Ouais. ce qui fait qu'elles se mettent de la pression et de la culpabilité. Donc, oui, ces deux parties-là font partie de vous, mes chers. Non, voilà, c'est important. C'est vrai. Du coup, par rapport à ton expertise, si tu es OK, est-ce que tu pourrais nous livrer 3 conseils qui pourraient aider les femmes entrepreneuses qui nous écoutent à soit se mettre au podcast, soit à améliorer leur podcast, soit à développer leur business. Parce que je sais aussi que tu interviens pour développer le business des entrepreneuses. Donc, Ouais. En fait, si j'avais un conseil pour le lancement d'un podcast, je vais reprendre les 3 que tu m'as donnés parce que j'aime bien tes suggestions. Donc, si je devais donner un conseil pour le lancement d'un podcast, je dirais qu'il faut vraiment avoir envie de le faire dans un premier temps et pas juste suivre une tendance ou une mode, parce qu'un podcast, ça demande beaucoup de travail et c'est pas un format qui est apte à la viralité. C'est un format qui demande du temps, qui demande de la vélocité. Il faut vraiment produire du contenu pendant un certain temps pour en voir les résultats. Donc, pour les personnes qui sont un peu dans cette gratification instantanée, qui sont habituées un peu, tu sais, au fast-food de contenu où tout est consommable hyper rapidement et voilà, ça marche pas vraiment, c'est pas le format idéal. Maintenant, s'il y a des personnes qui se disent, OK, moi j'ai envie de ralentir un peu les réseaux sociaux et le contenu assez court et tout le temps, et je veux me poser et produire un contenu plus profond, on va dire, je dirais qu'il faut vraiment considérer le podcast comme un business à part entière, dans le sens où il faut poser un objectif derrière la création du podcast. Il faut vraiment créer tout un calendrier de production. Il faut se créer des systèmes pour gagner du temps. En fait, il faut vraiment le voir comme un projet à part entière et pas juste un support accessoire à son activité, mais de se dire, voilà, je me lance dans le podcast et je vais en faire la pièce centrale de ma stratégie de contenu. Et donc, il faut le traiter en tant que tel et ça implique d'en faire une priorité. Et donc de se dire, je dois créer du contenu, la priorité, c'est donc mon podcast et je vais m'attarder là-dessus et je vais m'en servir pour la promotion de mes offres, pour me faire connaître, etc. Mais voilà, dans un premier temps, pour les personnes qui veulent se lancer, il y a tout cet aspect-là à garder en tête. top. Pour les personnes qui ont un podcast et qui veulent le développer, je dirais qu'il y a 2 clés à garder en tête. C'est que la régularité, ça fait tout dans le podcasting. Et donc, pour pour produire un podcast qui génère de l'intérêt, etc., il faut être là, en fait. Si tu te fixes, par exemple, un planning, Patricia, de, je sais pas, une publication toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il faut s'y tenir, en fait. Il faut être hyper rigoureux là-dessus. Et la deuxième chose que j'ai envie de préciser, c'est que les gens qui écoutent des podcasts écoutent des podcasts. Donc, le meilleur moyen d'attirer de nouvelles personnes grâce à son podcast, c'est de faire des interviews, c'est de travailler son référencement, etc., pour faire en sorte d'être découverte sur les applications d'écoute, puisque les gens écoutent déjà des podcasts. Donc, il faut juste se rendre visible auprès de ces personnes-là. Et puis, le dernier, c'était pour les personnes qui ont envie de développer leur business. Je me suis surprise de ma mémoire. Je dirais que, en fait, je pense que ça a tout à voir avec la vente et dans le fait que, en soi, toutes les stratégies fonctionnent tant qu'on est aligné avec. Donc, il ne faut jamais se forcer à faire un truc qu'on n'a pas envie de faire et il faut aussi travailler sur soi dans le sens où le fait de vendre, ça n'a rien à voir avec nous en tant que personne, mais ça a tout à voir avec les gens et que quand on vend, on n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. La vente, c'est pas de faire en sorte que les gens prennent une décision en dépit de s'ils ont le budget, si c'est ce dont ils ont besoin, etc. Mais vraiment, l'idée, c'est de se dire, je vais communiquer sur ce que je fais de manière très régulière pour me rendre visible et pour aider les gens qui ont déjà pris cette décision à sauter le pas, tu vois, de manière directe. Et à juste être un petit déclencheur pour les personnes qui savent qu'ils ont besoin et envie de ce que j'ai aujourd'hui et qui sont prêts à aller au-dessus. Donc, je dirais de garder en tête tout l'aspect de désir et d'envie plutôt que de besoin finalement, puisque quand on achète des choses parce qu'on a envie de les acheter, l'expérience est vraiment différente, plutôt que quand on a la sensation d'être un peu forcé et qu'on pense que c'est ce qui va nous sortir de la situation où on est, tu vois. J'adore. Tu inverses totalement ce que la majorité des personnes peuvent dire. Et ça rend les choses beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. Donc ça, c'est topissime. Merci beaucoup pour les pépites que tu nous as partagées parce que c'est juste énorme. Avec plaisir.
J'ai envie de continuer à creuser le sujet, en fait, en réalité, même si j'ai d'autres questions à côté. Allons-y. Tu parlais de cette rigueur au démarrage. Toi, est-ce que tu l'as eu dès le départ? Et est-ce que tu as eu des astuces ou des stratégies pour te permettre d'être ultra rigoureuse dans ta production de contenu de qualité? Ouais, en fait, moi, ce que je m'étais dit en lançant, en me consacrant à la stratégie de contenu, parce que c'est vraiment pour le coup une stratégie entre guillemets de prospection indirecte, puisque c'est le format, le support que j'utilise pour attirer entre guillemets les gens à moi. Donc, l'idée, c'était de créer du contenu qui soit profond, donc qui apporte vraiment quelque chose, où je peux presque me dire, bah tiens, ça, je pourrais le faire payer. Et là, je sais que c'est un bon contenu. Et surtout prolifique, dans le sens où bah, il faut qu'on me trouve, en fait. Il faut que les gens me trouvent, il faut que je sois trouvable. Donc, ce qui a bien fonctionné pour moi, ça a été de trouver des méthodes. Alors, déjà, dans un premier temps, de choisir 1 à 2 plateformes et de m'y tenir, au lieu d'essayer d'être partout. Donc, voilà, j'ai décidé de me consacrer au podcasting et c'est un peu le moment où j'ai décroché, par exemple, de Pinterest et des articles de blog parce que je ne pouvais pas tout faire en même temps. Donc, je me suis concentrée sur le podcast et sur la liste d'emails. Et aujourd'hui, c'est les 2 supports toujours principaux de ma stratégie de contenu, même s'il y a un peu d'Instagram. Mais voilà, je m'étais dit, OK, je me concentre sur une plateforme où on peut me trouver absolument partout et où c'est evergreen, où c'est pérenne, on va dire. Donc, le podcast, on peut me trouver n'importe comment, n'importe quand. Et une plateforme un peu plus instantanée aussi, où j'ai la possibilité d'écrire directement aux gens, donc la liste d'emails, Instagram, les stories par exemple, j'aime bien, parce que ça me permet aussi ce côté plus direct, on va dire, et l'échange avec les gens. Donc déjà, ça a été de choisir ça. Et ensuite, ça a été de trouver des méthodes d'organisation et de travail qui me permettent de produire le contenu en temps et en heure. Donc ça impliquait de créer un calendrier qui soit aligné, si tu veux, avec mes objectifs business. Par exemple, si je sais que en septembre, eh bien, je lance une formation, ben, je sais que tout le contenu de août et de septembre va être autour de cette formation et sur ce sujet-là. Donc, ça facilite déjà les choses par rapport au contenu et à ce que je dois créer. Et ensuite, il y a toute la partie, parce que mine de rien, ça, c'est la partie la plus facile. Tu vois, tout le monde est capable de mettre en place un calendrier éditorial. Mais passer à l'action, ensuite, c'est autre chose. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, alors, en fait, j'ai 2 modes de fonctionnement qui sont assez différents dans le sens où sur le podcast, j'ai besoin, entre guillemets, de planifier les choses et sur la newsletter, j'ai besoin d'un peu plus de spontanéité. Donc, pour le podcast, je vais fonctionner avec ce qu'on appelle le time blocking et le batching. Donc, je vais bloquer des blocs de temps, tout simplement, dans mon agenda. Si tu veux, j'ai des jours dans ma semaine qui ont des thématiques. Donc, le mercredi, c'est ma journée meeting où j'ai tous mes rendez-vous. Le lundi, c'est le début de la semaine. Moi, c'est un peu encore le dimanche. Donc, j'appelle ça un potato day. C'est un peu la journée où je n'ai pas besoin de me maquiller, de me coiffer, où je peux rester comme ça et où, en fait, je vais produire des choses en interne. Donc, c'est dans ces journées-là où j'ai des blocs de temps, où je vais scripter des épisodes de podcast. Donc, je vais rédiger 2 ou 3 scripts d'un coup, etc. L'après-midi, si j'ai plus d'idées, je vais en scripter d'autres. Sinon, je passe à l'enregistrement puisque c'est encore tout frais et que je suis dedans. En fait, je bloque du temps comme ça. Et donc, pour le podcast, ça me va de fonctionner avec ces blocs de temps où j'ai vraiment des parties de mes journées, parfois toute la journée, qui sont consacrées à ça. Et tu vois, si je fais ça le lundi et que j'en fais 3, ça me fait 3 semaines d'épisodes solo. Donc, je me dis, OK, c'est plutôt une bonne avance. En général, j'essaie d'aller jusqu'à 4. Comme ça, j'ai 1 mois d'avance à chaque fois. Parfois, j'ai pas tant d'avance, ça arrive, je suis un être humain comme tout le monde. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, sachez que je ne tiens pas toujours ce rythme, mais j'essaye dans la plupart du temps. Et ça m'aide beaucoup, en tout cas. Et le batching, en fait, c'est un peu la même chose que le time blocking, puisque je regroupe les tâches similaires. Parce que quand je passe d'une tâche à l'autre, j'ai du mal à me remettre dedans, à me reconcentrer, etc. Donc, si je bloque du temps pour faire des publications Instagram, je vais faire les publications sur plusieurs semaines ou sur le mois, etc. Mais en gros, toutes les choses similaires, je les fais en même temps. Comme ça, je reste sur la même tâche focus. Et c'est ce qui me permet, si tu veux, d'avoir un podcast qui perdure. Parce que ça fait maintenant 3 ans qu'il existe. Et c'est ce qui me permet, tu vois, de continuer à le produire et d'avoir plus de 200 épisodes. C'est parce qu'il y a vraiment toute une organisation derrière. Après, la newsletter, c'est vrai que moi, je la vois plutôt comme un contenu un peu plus personnel, un peu plus intime que j'envoie à mon audience, à mes abonnés, tu vois, les plus fidèles, ceux qui me donnent leur mail, c'est ceux qui sont vraiment, qui aiment ce que je leur dis, qui potentiellement m'apprécient aussi. Donc là, je vais être un peu plus spontanée et je vais me laisser la possibilité de ne pas avoir de calendrier, mais de parler de ce sur quoi je suis concentrée actuellement, tu vois, de partager des coulisses, etc. Et là, c'est plus léger, on va dire. Mais il y a toujours cette idée qu'avec le podcast,
il faut que ce soit profond, donc qualitatif, et prolifique, dans le sens où il en faut du contenu. Tu vois, il faut qu'il y ait du contenu, parce que c'est pas parce que je mets un épisode ou que j'en ai 4 en ligne qu'on va me trouver. Donc, il faut vraiment que je garde les bonnes habitudes, si tu veux, pour conserver la régularité. D'accord. Merci beaucoup, Safia. Merci infiniment. C'est extrêmement riche. Et les personnes qui vont écouter vont comprendre justement comment mieux s'organiser parce que là, pour le coup, Safia vous partage des pépites. Donc, pensez juste à implémenter, à expérimenter. Vous allez voir qu'en faisant du batching ou du time blocking, ce sera beaucoup plus fluide pour vous. Ça, c'est Carrément. top. Ça m'a changé la vie. Ah bah oui, je pense aussi. Petite question que j'avais envie de te poser. Est-ce que dans ton parcours d'entrepreneuse, il y a des citations, des mantras ou des livres qui t'accompagnent en termes de, par exemple, on est humain, s'il y a un coup de mou à un moment donné, ok, qu'est-ce qui te rebooste? Peut-être que c'est une musique, hein, peut-être que c'est de la danse, je ne sais pas. À toi de me dire, en fait, ces livres. Alors, je dirais une entrepreneur, pour le coup, Mel Robbins. C'est une entrepreneur américaine, donc c'est en anglais. Mais c'est vrai que quand je me sens un peu démotivée ou que je sens que je suis pas trop dedans, c'est le genre de personne dont je vais aller consommer le contenu sur YouTube parce qu'elle a cet effet sur moi, en tout cas, de me booster et de me remettre en chemin, on va dire, et de me dire, allez, ok, c'est normal d'avoir un coup de mou, tu le passes, tu vis ce que tu as besoin de vivre. Et une fois que tu sens que là, ça fait un peu trop de temps que tu es dans ton coup de mou, tu vas consommer du contenu de Mel Robbins et en général, tu vois, ça me rebooste pas mal. Donc, il y a cette personne, en tout cas, qui Ouais. m'aide pas mal. Et ensuite, qu'est-ce qui me fait en vérité, il n'y a pas tant de, de livres ou de citations, mais ça va vraiment être par rapport au contenu que je consomme. J'aime bien aller chercher des entrepreneurs dans un domaine totalement différent du mien. Donc, par exemple, j'aime beaucoup aller sur YouTube et regarder des vidéos de business, mais par exemple de YouTubeurs, où ils vont expliquer un peu, ils vont montrer leur studio, ils vont montrer leur matériel, ils vont expliquer leur façon de travailler. En fait, le fait de voir d'autres personnes chez moi, ça me stimule également parce que je me dis, ce qu'il fait, c'est absolument génial. Je sais pas, il est dans la thématique de la tech ou du gaming, et en fait, il a cette Excellent. entreprise qui est absolument géniale. Et je me dis, pourquoi pas, tu vois. Ça m'aide beaucoup. D'accord, top, super. Donc, ça permet d'ouvrir, en fait, et de te nourrir en termes de créativité, quelque part. Ouais, carrément, 100%. Parce que ça me rappelle que peu importe ce que tu fais, tu as la possibilité de construire quelque chose si tu fais preuve, encore une fois, tu vois, de persévérance et de régularité, puisque c'est la chose que je retire à chaque fois quand je vois un YouTuber, par exemple, qui nous montre ses nouveaux locaux ou ce genre de choses, tu vois. C'est pas un mec qui est là depuis un mois, tu vois. C'est un YouTuber qui est là depuis plusieurs années. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Marques Brownlee. Alors, sa thématique, c'est la tech. Je me fous réellement de la tech. En fait, j'aime beaucoup son parcours parce que lui, c'est une personne qui est sur YouTube depuis qu'il a... Enfin, ça fait 13 ans, genre qu'il est sur YouTube. Et à sa centième vidéo, pour te donner une idée, il était encore pas connu et il était encore tout jeune. Donc, il a Wow. une vidéo où il dit, voilà, c'est ma centième vidéo, et il était encore personne à sa centième vidéo, tu vois. Et c'est un bon rappel pour moi que, en fait, ça vient pas comme ça. Ok, j'admire ce qu'il fait, ses locaux, ils sont géniaux, il a une équipe, voilà, c'est un entrepreneur accompli. Pour autant, sa centième vidéo, il vivait pas encore de son activité. Donc, garde en tête que, voilà, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, et que tu as besoin de persévérance et de vélocité pour arriver là où tu aimerais être. Alors, il y a un petit temps de silence juste parce que ça me touche ce que tu dis, c'est tout. Écoute, je suis contente que les mots arrivent au bon moment pour toi parce que franchement, ça a été un truc important aussi de mon côté de me dire, c'est parfois, tu vois pas de résultats, mais ça veut pas dire qu'il faut abandonner ou que ce que tu fais, c'est nul ou que ça va jamais marcher. À partir du moment où tu crois vraiment à ce que tu fais et que tu donnes le meilleur à chaque fois, il y a forcément un moment, tu vois, où tout va shifter pour le coup. C'est ça, c'est ça. Et aussi, garder en tête la vision que l'on a, même si on n'a pas encore atteint, parce que Exactement. l'essentiel, c'est de célébrer les petits pas que l'on fait. Ouais. Ça m'a touchée tout simplement parce que moi, j'avais cette tendance, et peut-être encore aujourd'hui, si ça m'a touchée, c'est peut-être pour une bonne raison, hein, de me mettre de la pression parce que je n'ai pas encore atteint la vision. Ouais. Alors qu'effectivement, comme tu dis si bien, Safia, ça prend du temps. C'est OK, step by step, Ouais. quoi qu'il arrive, c'est être rigoureuse, être persévérante et Et continuer tu en sais, fait. ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est d'être consciencieuse sur le contenu que je consomme et les personnes que je suis.
parce qu'il y a des entrepreneurs dont j'admire le travail et que j'aime beaucoup, mais qui créent de la culpabilité chez moi parce que je me compare et que ils en sont à certaines étapes où moi, une certaine étape où je ne suis pas encore, etc. Donc, bon, des fois, je me désabonne, des fois, juste, je mets la personne en sourdine. En fait, le fait d'être consciencieux sur des petites choses comme ça me permet de ne pas perdre du temps sur tiens, telle personne fait ci et moi, j'y suis pas encore. Est-ce que j'ai un problème? Pourquoi est-ce que moi, j'y suis pas? Enfin, tu vois? Donc, Ouais, ça m'aide pas mal, ça. totalement. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, on parlait de quelque part vendre sans vendre, finalement, Mhm. puisque le podcast est assez fluide. Est-ce que les premières fois où tu as passé des paliers dans ton business en termes de chiffre d'affaires, est-ce que tu as accueilli ça de manière fluide ou est-ce qu'il y a eu un petit côté, OK, je réalise que j'ai atteint ce palier-là, c'est génial. L'accueil de l'argent, Euh, finalement, comment ça s'est passé pour toi dans ton business, sachant qu'au démarrage, il n'y avait que ton mari, quoi, ton mari actuel, qui croyait en toi, en plus de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, si tu veux, alors du coup, j'ai créé ma micro-entreprise en 2017 et j'ai vendu Mhm. mon premier produit alors c'était en septembre 2017, la création d'un micro, premier produit en novembre. Et c'était un e-book qui apprenait aux blogueuses à générer du trafic via Pinterest vers leur site pour remplir leur liste d'emails. Exactement ce que j'avais fait. Au final, tout ce que je crée, c'est ce que moi j'ai fait avant. Et donc, je l'avais vendu pour le lancement à 9,99. J'ai l'impression de demander mais une somme astronomique. Au final, j'ai envoyé des emails à ma newsletter et puis ça s'est vendu, genre tout de suite. J'ai commencé à faire des ventes et le premier mois, j'en ai vendu 121 et je me suis dit, c'est Wow. absolument génial. Je me suis dit en mode, waouh, j'ai réussi. Voilà, je peux vendre, j'y arrive. J'ai eu la preuve que, tu vois, c'est possible. Pour autant, les mois qui ont suivi, ça a été assez irrégulier. Ça a été vraiment un CA en dents de scie. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire l'équivalent d'un SMIC finalement. Pendant une année, Mhm. j'ai testé énormément de choses, j'ai lancé des produits qui n'ont pas fonctionné. À côté de ça aussi, ce que j'aime bien dire, c'est que j'étais pas forcément à fond dedans, puisque j'avais aussi une activité de blogueuse, vu que j'avais un blog, et que j'avais une activité de blogueuse voyage. Donc, je jonglais entre les deux, et jusqu'à la fin 2019. Parce que fin 2019, mon D'accord. activité de blogueuse a un peu explosé, et j'ai eu beaucoup de voyages presse, de collaborations, et au final, j'ai un peu délaissé mon activité et je me suis rendu compte que mon CA avait jamais été aussi bas, alors que ça faisait genre 2 ans que j'étais en activité. Donc je me suis dit, il y a un problème Mhm. et il est temps de se recentrer un peu sur ce qui fonctionne et de le faire ce sur quoi je me vois, si tu veux, sur le long terme. Donc fin 2019, je me dis, je m'amuse de ouf dans l'activité de blogueuse, mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Donc je vais me concentrer sur cette activité d'entrepreneur. Décembre, je lance un petit produit, un kit d'emailing qui se vend Mhm. plutôt bien et je fais mes premiers 5 000 euros. Et je me dis, waouh, c'est trop bien, etc. Voilà, c'était la première fois. Ensuite arrive 2020, le début d'année se passe normalement, je fais mon chiffre d'affaires de 3 000, 4 000, 2 000, ça me va très bien. À ce moment-là, je me dis, c'est super. J'arrive, je commence à stabiliser, tout va bien. Mhm. Arrive mai, parce qu'au final, en mars, on a été confinés, et moi, tout le Tout mois à fait. d'avril, j'ai travaillé sur une formation qui s'appelle Build Your Podcast, et qui est une formation qui existe encore aujourd'hui, et qui enseigne alors à ce moment-là, elle enseignait juste à lancer un podcast quand Mhm. on est entrepreneur. Donc, je travaille dessus tout le mois d'avril, je la lance au mois de mai, je fais un lancement, un vrai lancement, et quand je fais ce lancement, j'y crois. Tu vois, je suis prête. Je me dis, là, cette formation, elle est bien. Je sens aussi que moi, je suis experte dans ce domaine, entre guillemets, puisque j'ai mon podcast qui marche bien, etc. Donc, je lance cette formation et je passe d'un CA de 3 000 euros à 30 000 euros. Bim, comme ça, d'un mois à l'autre. Palier. Non. Alors, et en fait, j'aurais pu me dire, enfin, le truc qu'on se dit d'un point de vue extérieur, quand je voyais d'autres entrepreneurs dire faire 10K par mois, etc., j'étais en mode, ouais, ils doivent être trop heureux, ils doivent trop bien dormir, ça doit être trop cool. Et en fait, Mhm. non. Enfin, moi, Comment en ça tout s'est cas, passé? en fait, ça a fait naître énormément de peur, dans le sens où la première pensée que j'ai eue, c'est pas bravo, t'as réussi, c'est comment est-ce que je vais faire pour refaire ça. Tu vois, le premier Ah, truc, ok. ça a été, est-ce que je vais réussir à le refaire? Genre, tu vois, donc ça a été un coup de stress, syndrome de l'imposteur. Je me disais, OK, j'ai fait tant de ventes, j'ai tant de nouveaux inscrits dans ma formation, mais ils vont se rendre compte que ma formation, elle est nulle, que ce que je fais, c'est nul. Donc, à chaque fois que je recevais un mail, en fait, j'avais peur que les gens me disent, ta formation, c'est de la Ah merde. oui, à Donc, ce j'étais point-là, d'accord. terrorisée. Ouais, à chaque fois que j'ouvrais ma boîte mail, bon, finalement, j'avais que des retours positifs. Hein. Et en fait, je sais pas, ça m'a mis dans un certain environnement où j'étais hyper tyrannique avec moi-même et où j'ai Mm. travaillé comme jamais et où en fait je me suis mis une pression de fou parce que je me suis dit le mois suivant, alors
je n'avais pas refait 30 000, mais j'étais toujours au-dessus des 10 000. Et je me suis dit, il ne faut pas que je descende en dessous. Donc, en fait, je travaillais comme une dingue et je testais plein de trucs. Je suis pas redescendue en dessous. Mais à quel prix? Ma santé. Parce qu'à la fin de l'année, j'étais complètement sur les rotules. J'avais passé une année de confinement à travailler 24 sur 24 parce que j'étais chez moi. Donc, je me disais, au lieu de regarder la télé, je pourrais travailler, tu vois. Ça, c'est les petits trucs. Voilà. Les petites phrases là qui arrivent. Exactement. Donc, j'ai commencé avec ce petit engrenage et au final, j'ai fini l'année mais complètement épuisée et il y avait de l'argent sur mon compte. Et c'était jamais assez, en fait, je me sentais toujours pas en sécurité. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, si j'ai encore peur de perdre de l'argent, alors qu'il y en a sur le compte en banque et que j'ai jamais eu autant, j'ai un problème, tu vois, j'ai un problème. Donc, du coup, j'ai travaillé avec une coach au début de l'année 2021 pour, voilà, me réconcilier, on va dire, avec l'argent. Aujourd'hui, ça va mieux, même si je pense que je suis pas non plus, je sais que je suis pas non plus à 100% parce que j'ai encore parfois cette peur du manque, pour le coup. Mais c'est un truc que j'appréhende beaucoup mieux et j'ai fait la paix avec le fait que, en fait, je ne devais pas me mettre la pression en termes de chiffre d'affaires. Déjà, à partir du moment où j'ai de la trésorerie, tout va bien, que j'ai de la visibilité sur 3 mois, il n'y a pas besoin de paniquer. Et aussi le fait d'être OK avec le fait qu'un chiffre d'affaires, ça fluctue en fait. C'est pas une ligne droite, c'est pas une ligne ascendante, c'est des vagues. Et c'est tout à fait normal. Et ça ne veut pas dire que l'entreprise va se casser la figure si le mois prochain, on a fait un peu moins, voire beaucoup moins. En fait, c'est pas grave. On a la possibilité de... On est quand même dans un milieu où, sur le digital, moi, je trouve que on perd toute notion de logique et de sens, puisque en une semaine ou en un mois, on peut faire le chiffre d'affaires d'un salarié sur une année, en fait. Rien n'a aucun sens. Tu peux faire 3 000 € en 2 jours, tu peux en faire 10 en une semaine. Et donc, il faut aussi que je fasse la paix avec le fait d'arrêter de chercher du sens dans tout ce qui se passe et juste de me dire, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire et que je sais que c'est des actions qui vont m'apporter des résultats. Et ensuite, l'argent, les ventes, etc., c'est des effets secondaires. Mais tout ce que je fais aujourd'hui, ça ne sert pas juste aujourd'hui et jusqu'au 30 juillet. Ça me sert pour tout mon business. Et c'est vraiment une démarche d'évolution, tu vois, et de croissance constante. Ce que je fais, ça ne s'arrête pas au 31 de chaque mois et je ne redémarre pas à zéro le premier du mois suivant, tu vois. C'est top. Merci beaucoup pour ton partage authentique parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cette sécurité interne faible et qui vraiment ont besoin de la renforcer pour justement se libérer de cette perception de manque et lâcher prise sur cet impératif de générer du chiffre d'affaires parce que des fois, ça les désaligne en faisant des choses qui leur correspondent pas en fait en réalité et elles ont besoin de se réunir en disant « Ok, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je sens en moi ?» Et ça, c'est super important. Et moi, j'ai tendance à dire à mes clientes, donc tu t'es fait coacher, c'est pas par moi parce que je suis coach, donc c'est pas par moi, je tiens juste à le dire. C'est juste que je tends à dire à mes clientes que, ok, on est des femmes, on est cyclique, on accepte, on accueille d'être cyclique. Et ces cycles ont un sens. Donc, juste les accueillir et faire la même chose pour notre entreprise. Et c'est pas pour rien qu'on dit une entreprise. Hein. Voilà, moi, j'ai juste ça comme ça. Tu nous parlais de ta vision quelque part de manière indirecte. Est-ce que tu souhaiterais nous la partager si tu as une vision, je ne sais pas moi, à 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe en fait. Quelle est ta vision globale pour ton entreprise, pour les personnes qui te suivent, même si tu as une vision ultra précise de pro et perso, tu vois, quel sera ton lifestyle en futur? Voilà. Ouais, alors j'ai pas de temporalité parce que c'est toujours une question qui m'a bloquée, tu vois, qu'on me demande mais où tu te vois à 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et je suis en mode je peux pas, ça me bloque. Et pour le coup, j'ai une idée, une vision très précise de ce que je veux dans le sens où moi je sais que je veux une entreprise qui soit millionnaire et qui me permette d'avoir qui soit une vraie entité en fait, où c'est pas juste moi, où j'ai la possibilité de faire travailler des gens peu importe leur religion, leur couleur de peau, etc. En fait, je veux vraiment avoir la possibilité, tu vois, de donner du travail aux autres et à des gens qui ont envie de, tu vois, de faire ce travail-là, pour le coup. Donc, ça implique... en fait, j'adore les magazines. Et donc, moi, quand je visualise les locaux, les futurs locaux de mon entreprise, je vois des trucs colorés, je vois du rose, des canapés, des machins. Et en fait, j'ai envie que ce soit un endroit feel good, tu vois, où tu as envie d'être là et où quand tu arrives, tu es heureux, tu vois, et tu es heureuse. Donc, pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai en tête avec mon activité, l'idée de me dire, j'ai une entreprise qui est prospère, je sais que je ne vais pas faire de la vente de formation toute ma vie et que j'aurai d'autres activités connexes, tu vois. Et ça aussi, je l'ai compris avec le temps, avec les entrepreneurs que je suis, peu importe leur domaine. Je vais te donner un exemple, rien à voir avec moi, une blogueuse influenceuse qui s'appelle Noolita, je ne sais pas si tu connais.
Non, Alors, elle a son savoir. activité d'influenceuse mode. Elle Mhm. a un espace de bureau de coworking où elle fait des événements, etc. Elle a une marque de beauté, elle a une marque de vêtements. Autre exemple, Caroline Receveur, pareil, influenceuse, marque de café, avant marque de thé. Voilà, il y a toujours, si tu veux, plusieurs activités. Et en fait, j'adore cette idée de me dire, je peux avoir plusieurs entités sous une grande coupe et me dire, bah, j'ai construit tout ça, c'est pour l'ego ça. J'ai construit tout ça. J'ai aidé des gens à avoir un taf qu'ils aiment, où ils se sentent bien. Donc, il y a cette idée de, tu vois, je veux construire un grand truc. Même si Mm. je n'ai pas encore le doigt sur quels seront les autres trucs, j'ai envie que l'aspect formation, éducation, etc., sur le marketing reste. Je pense qu'il y aura une branche du podcasting avec une agence de production de podcast, parce que je ne me vois pas Mhm. ne plus faire de podcast. Et après, pour le reste, c'est encore assez flou, mais j'ai vraiment cette idée de, tu vois, je veux que ça fasse du sens à la fois pour moi, mais aussi pour les gens, et que ce soit un truc ouvert, surtout dans une société où actuellement, enfin, j'ai jamais vu une société où les gens sont tellement dans le jugement et dans la haine de l'autre que je me dis, je veux un espace safe et où les gens, tu vois, se sentent bien. Donc avec l'entreprise, pour le coup, c'est ça. Et puis pour la vie perso, en vérité, j'ai pas tant de désir en soi, si ce n'est d'avoir une famille, d'habiter dans un endroit où il fait chaud, mais pas aussi chaud que pendant une canicule, et où je peux, et où je peux avoir une maison, tu vois, une belle maison avec un grand jardin. J'avoue que ça me plairait pas mal. Top, super. Génial. Merci beaucoup pour partager ta vision. Est-ce que, là, on arrive à la fin de l'interview, est-ce que tu as un mot de la fin, dans le sens, quelque chose que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent? Ouais. Alors, on a beaucoup parlé du travail sur soi, de l'organisation, de la productivité, etc. Et la finalité, pour moi, c'est que pour les personnes qui nous écoutent, et c'est un bon rappel pour moi, et peut-être pour toi aussi, la première question à se poser avant de réaliser n'importe quelle action, c'est toujours de se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire et pas qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Comme ça, on est sûr qu'on est toujours droit dans nos bottes, qu'on est aligné avec tout ce qu'on accomplit et qu'on voilà, on se sent bien, quoi. C'est super important. Et merci, parce que du coup, ça, je me l'ai posé il n'y a pas si longtemps que ça. Moi aussi, j'ai besoin de me la rappeler. C'est sur un post-it sur mon bureau parce que j'ai besoin de me rappeler que mon réflexe, c'est pas qu'est-ce qui fonctionne le mieux, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Merci beaucoup, Safia. Pour les personnes qui ont envie de te retrouver, est-ce que tu peux nous dire où, et est-ce que tu peux nous dire aussi quelle est ton actualité, en fait? Ouais, je suis sur Instagram où là, c'est le plus instantané. Donc, Safia Mhm. Gourari, je suis aussi sur LinkedIn. J'ai mon podcast Build Yourself. Et j'ai aussi un livre sur le podcasting qui est sorti fin août, qui apprend à faire du podcast un tremplin marketing pour son activité d'entrepreneur, qui est dispo sur Amazon, la Fnac, Cultura et dans toutes les librairies qui ont un rayon business. Super, merci beaucoup. Les liens seront mis juste en dessous et accessibles aussi. Donc, dépêchez-vous de commander le livre parce qu'il est juste génialissime. Merci beaucoup, Safia, encore pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi. C'était un plaisir de parler de toutes ces choses-là. C'est rare tu vois, que j'aborde tous ces aspects-là. C'est souvent axé soit podcast, soit vente. Donc, c'était un plaisir aussi pour moi. C'était différent. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à très vite pour un prochain podcast Leaders. Salut! Mes chères leaders, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous retrouverez les liens pour connecter avec Safia juste en dessous dans la description. Ou même, si vous avez besoin, vous m'envoyez un petit message et je vous transmettrai les informations avec grand plaisir. Sachez que vous pouvez retrouver Safia sur Instagram, sur son site internet. Bref, les sources sont multiples. En tout cas, pensez à appliquer les clés que Safia vous a transmises aujourd'hui. Parce qu'elle a fait preuve d'une très grande générosité et surtout, elle comme moi, on souhaite votre réussite. Je vous dis à très vite mes chères leaders et je vous embrasse.